Voilà, messieurs, dames, bonjour. J'avais dit que je ne venais pas à chaque café marxiste puisque les jeunes ont repris le flambeau, mais j'ai le plaisir aujourd'hui d'être là avec une conférencière historienne que je connais et qui va nous parler donc des origines du racisme moderne. Mais auparavant, je voulais simplement vous annoncer quelques cafés marxistes qui vont suivre. Le mois prochain, c'est Jacques Nikonov qui viendra nous parler de la sortie de l'euro. Puis on aura Loïc Ramirez qui donc va venir carrément de Berlin pour nous parler de la Biélorussie. Puis voilà, ça vient un petit peu de publicité pour nos étincelles comme d'habitude. Il n'est pas encore sorti, mais voilà, c'est le prochain numéro spécial à sortir. Ça, c'est un cahier d'étincelles, c'est un spécial écologie. Voilà. Ensuite, on vient de sortir 2 numéros, un au mois de mai et un en septembre, sur les anciens, on va dire. On a appelé ça Mémoire en rouge. Et évidemment, tout un tas d'ouvrages aussi de Delga que vous pourrez, pour les personnes ici présentes, trouver là-bas au fond. Je ne vais pas parler de toutes les dernières sorties de Delga, il y en a juste un, Luciano Canfora, qui est un historien, un philologue italien fort connu. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le seul historien qui a été attaqué par un chef d'État, Giorgia Meloni, puisqu'il l'avait accusé d'être une néo-nazie dans l'âme. Voilà, donc elle a voulu faire l'intéressante et l'attaquer, ça lui est retombé sur les doigts, elle s'est empressée de faire marche arrière. Et il a donc sorti un ouvrage que vous pourrez trouver là, qui était auparavant en italien Il fascismo non è mai morto, ce qui signifie le fascisme n'est jamais mort, et qui a été traduit par le fascisme tel qu'en lui-même. Même si on n'a pas l'impression parfois d'être dans un pays comme on l'a appris à l'école, proprement fasciste, on est quand même sur la bonne voie. Et je termine donc voilà par la présentation de notre historienne ici présente, Florence Gauthier, qui est historienne de la Révolution française, de la Révolution de Saint-Domingue, Haïti, et du droit naturel, où peut-être nous ferons toutes les deux un petit entretien dans le courant de l'année prochaine. Voilà. C'est une ancienne élève de Sorbonne, tout comme moi, mais elle a continué sur cette voie-là et moi j'avais donc bifurqué. Donc moi voilà, j'avais quelques questions à lui poser, mais elle va se débrouiller sans moi. C'était la différence entre ce qu'on a appelé préjugés de couleur ou aristocratie de l'épiderme au XVIIIe siècle et le racisme biologique du XIXe siècle. Et puis je voulais aussi savoir si il y a eu une politique coloniale et une politique anticolonialiste pendant la Révolution, à part Robespierre, bien entendu, et quelle a été cette politique anticolonialiste, et est-ce que la déclaration des droits de l'homme a joué un rôle dans la révolte des esclaves de Saint-Domingue, qui a mené donc à l'indépendance d'Haïti de 1791 à 1804. Voilà, j'avais plusieurs petites questions comme ça, et Florence va vous répondre à tout cela. Bonne conférence à tous. Alors, je vais commencer par y a-t-il eu une politique anticolonialiste et anti-esclavagiste pendant la Révolution française? La Révolution française dure très peu de temps, 1789 jusqu'au 9 Thermidor, 27 juillet 1794, c'est-à-dire 89, 90, 91, 92, 93, 94. C'est fini, terminato, rideau. Et c'est important de comprendre ce qui a pu se faire sur le terrain colonialiste et esclavagiste de l'époque, et la Révolution française ne l'a pas oublié. Ensuite, deuxième point que je vais souligner, la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens qui a été votée le 26 août 1789, a-t-elle joué un rôle important, vu son importance, mais qui n'est pas comprise aujourd'hui parce qu'il y a très peu de travaux sur la Déclaration des droits naturels de l'homme et des citoyens. Il y a très peu de travaux. Et moi, quand j'ai découvert ça, chez les paysans d'ailleurs, c'est-à-dire le mouvement populaire, et j'ai fait une première thèse sous la direction d'Albert Soboul, sur la paysannerie dans un coin de France en Picardie, mais sur un siècle. Et j'ai vu beaucoup d'archives sur la paysannerie, sur l'organisation communale de la paysannerie, des villages de la région qui m'intéressaient. Et j'ai découvert comme cela que les paysans utilisaient les droits naturels de l'homme et des citoyens.
Alors ça, j'étais sidéré, et puis je me suis dit qu'il fallait absolument que je travaille sur la Déclaration des droits de l'homme pour comprendre un peu ce que ça veut dire, droit naturel. Qu'est-ce que c'est, hein? Mysterium magnum, hein? Bon, voilà. Donc je l'ai fait, et j'ai écrit un livre, Triomphe et mort du droit naturel en révolution. Triomphe et mort, parce que je vais vous en reparler là, la mort de la Déclaration des droits de l'homme, qui se fait à partir de la contre-révolution thermidorienne, évidemment, et bien sûr, et tout le reste. Voilà, donc, l'introduction. Pour mieux comprendre, je dois vous parler de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens qui fut votée le 26 août 1789. Cette déclaration définit la liberté propre au genre humain. Par opposition, la liberté du genre humain, par opposition à la conquête, à toute conquête, et à l'esclavage, à la mise en esclavage. Donc on est dans le sujet, dans le vif du sujet, sur l'anticolonialisme et l'anti-esclavagisme. Hein, avec la question du droit naturel, la définition de la liberté propre à l'espèce humaine, c'est d'empêcher la conquête et d'empêcher l'esclavage. Vous voyez, il y a du boulot à faire. Hein. Il y a énormément de travail à faire. Et ça date, non pas de 1789, rassurez-vous, mais ça date de toute l'histoire de l'humanité. Alors moi j'ai commencé à étudier le droit naturel, et puis je l'ai découvert dans les temps 1000 ans avant Jésus-Christ, 2000 ans avant Jésus-Christ, enfin bon bref, vous voyez le genre. Hein. Donc j'avais un boulot énorme sur les bras, et je n'ai pas pu tout faire, évidemment, vous pensez bien. Mais ceci dit, j'en ai retenu certains aspects. Hein. Alors, je cite l'article 1 de la Déclaration de 1789. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Oh là là, hein. C'est dur. Libres et égaux en droit. Naissent et demeurent. Parce qu'on peut toujours naître libre, oui, c'est facile. On n'a rien à dire. Voilà. Mais le demeurer, c'est beaucoup plus compliqué, hein, évidemment. Alors, les humains naissent libres et doivent le demeurer. Et doivent le demeurer. Cette définition date du XIIe siècle, et elle est d'origine italienne, et son auteur est Gratien, G-R-A-T-I-E-N, Gratien, à l'université de Bologne, XIIe siècle. Mais elle est plus ancienne encore et renvoie à l'Antiquité qui fut conquérante et esclavagiste, comme vous le savez, enfin, vous avez appris toutes ces bricoles. Les peuples subissaient la conquête de leurs terres et celle de leurs personnes pour travailler comme esclaves. Et l'Europe fut conquise par les Romains, comme vous le savez, par Jules César, au 1er siècle avant Jésus-Christ. Et l'Europe de l'Ouest fut conquise totalement et mise en esclavage. C'est-à-dire que les Romains utilisaient simplement la Provence, parce que, comme vous avez remarqué sur les cartes de l'Empire romain est en bordure de la Méditerranée, hein, uniquement. Ils sont prudents, ils aiment la chaleur et l'eau chaude, c'est très bien. Ça fait moins d'occupation et de conquête des terres. Mais l'Europe qui a été mise en esclavage, les Romains venaient chercher de temps en temps, quand ils avaient besoin d'esclaves à vendre, et ils venaient en chercher en Europe, hein, et plaf, pouf, et ils conquéraient des populations entières, et puis ils les mettaient en esclavage et ils les vendaient. Et cette population, tout l'Ouest européen, vous imaginez, l'Ouest européen, c'est pas la France seulement, hein, c'est l'Ouest européen, y compris l'Italie du Nord, d'ailleurs, qui avait des problèmes avec les Romains, déjà à cette époque-là.
se sont révoltés pendant 5 siècles. Du 1er siècle avant Jésus-Christ, mais et jusqu'à la victoire finale en 476. Cette date, 476 après Jésus-Christ, c'est comme ça, vous ne la connaissez pas. Vous ne la connaissez pas, parce qu'on n'en parle pas. On n'en parle jamais. C'est un point noir de l'histoire, parce que les populations de tout l'Ouest européen ont chassé les Romains. Vous vous rendez compte? Donc c'est la chute de l'Empire romain d'Occident. Hein? Ça a une date, 476, et moi je l'ai retrouvé finalement, parce que je cherchais. Je l'ai trouvé chez les historiens anglais, parce qu'ils sont un petit peu à l'écart dans leur île, et bon, ils ont moins de soucis avec cette référence de date. Sans doute. Voilà. Alors moi j'insiste sur le fait que c'est l'expérience de la conquête et de la mise en esclavage qui incite les peuples à réfléchir pour une définition de la liberté propre au genre humain. Hein. Ils font la distinction avec les animaux domestiques, et ils sont traités en esclaves comme des animaux domestiques, ou bien plus mal encore, hein, évidemment, parce que c'est comme ça. Mais ils font la différence entre les animaux domestiques et l'esclavage, et ils s'estiment que les êtres humains ne sont pas domesticables. Bon, voilà. Et ça leur vient, peuple après peuple, qui a été conquis et mis en esclavage. Hein, vous comprenez? Voilà. Donc c'est une expérience historique. Et la Révolution française a commencé en rappelant la définition de la liberté personnelle contre l'esclavage et contre la conquête, contre toute conquête. C'est quand même intéressant. Hein, c'est intéressant. Alors, notons que l'historiographie de la Révolution française a oublié l'abolition de l'esclavage du 4 février 1794 et la décolonisation prévue par la Convention montagnarde. Parce que elle avait écouté le peuple de Saint-Domingue, le peuple esclave de Saint-Domingue, et elle avait compris qu'il voulait non seulement se libérer de l'esclavage, mais se libérer du colonialisme. Hein, ce sont deux choses différentes. Alors, donc on a oublié le 4 février 1794 et la décolonisation prévue par la Convention montagnarde durant tout le 19e siècle et la première moitié du 20e siècle. Hein. Et lors de l'abolition de l'esclavage en 1848, on s'est bien gardé de rappeler que le 4 février 1794, on avait déjà fait, mais beaucoup mieux, dans le cadre d'une décolonisation. Hein. Alors voilà. Alors vous n'ignorez pas la raison pour laquelle on a ignoré les bienfaits de la Révolution française. Vous ne les ignorez pas parce que la Révolution française de 1789 à 1994 a effrayé considérablement les classes dominantes et continue de les effrayer en fondant une république démocratique portée par le peuple qui réussit de juillet 1789 à juillet 1794. C'est fort court. Mais qui fut victime d'un coup d'État parlementaire le 27 juillet 1794, le 9 Thermidor, comme on les appelle, hein, comme on l'appelle. Alors, la contre-révolution fut menée par les députés thermidoriens qui établirent cette nouvelle constitution de 1795, réservée à une aristocratie des riches, qui excluait toutes les femmes et tous les ouvriers et paysans. Hein. Donc il n'y avait que les hommes riches qui étaient citoyens. Et les nombreuses constitutions qui suivirent réservèrent la citoyenneté aux mâles, M-A-L-E-S, hein, pas aux mâles,
excluant les femmes jusqu'en 1946 en France. Donc c'est important. En effet, ce fut la Constitution de 1946 qui rétablit une république, le droit de vote des femmes et réintégra la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens dans le droit constitutionnel français. Pas avant. Après une guerre effroyable contre le nazisme et les fascismes. Alors je retourne à mon sujet, la politique anticolonialiste et anti-esclavagiste de la Révolution française, mais je devais vous introduire de la façon dont que j'ai faite. Alors, à la suite de la découverte du Nouveau Monde par Christophe Colomb, en 1492, l'Espagne et le Portugal se sont taillés de vastes empires coloniaux qui introduisirent l'esclavage des Africains déportés sur dans le Nouveau Monde, comme on l'appelait à cette époque-là, à l'époque de la découverte. Et après avoir chassé ou exterminé les autochtones de l'Amérique, et surtout des îles, des Antilles. Les îles des Antilles ont été libérées de leurs autochtones par massacre. C'est brillant. Voilà ce que c'est que la conquête. Ce fut tardivement, au XVIIe siècle, que la France et l'Angleterre s'intéressèrent à se constituer un empire colonial. Avant, il n'y va pas penser. Limité pour l'heure à quelques îles des Antilles, pour la France et l'Angleterre. C'est quelques îles des Antilles. Pourquoi est-ce qu'on recherchait les Antilles? Pourquoi? Parce que il y avait des cultures de produits nouveaux, comme le sucre, par exemple. Et le sucre poussait très bien dans les Antilles, ça c'est certain. Et donc c'était une monoculture, quasiment, enfin une monoculture, sauf la nourriture qu'on pouvait donner aux gens. Et voilà. En tout cas, c'était le sucre. Voilà. Le roi de France, Louis XIV, avait acheté au roi d'Espagne la partie ouest de l'île de Saint-Domingue, parce que la partie est restait espagnole et la partie ouest avait été abandonnée déjà par les colons qui avaient épuisé les sols. Épuisé les sols. Donc ils étaient partis vers le premier quart du XVIIe siècle et puis ils l'ont laissé en friche, voilà, comme ça. Bof, ils s'en foutent. Ils s'en fichent pas mal. Bon, enfin, ça n'a pas changé. Non, ça n'a pas changé. Et puis, le roi de France, qui était guidé par des pirates et des corsaires et des colons qui ont préparé le terrain de l'empire colonial français, du roi de France, bien sûr, qui se disait, il y a des affaires à faire, il faut y aller, et bien. Et ils étaient au courant de tout ce qui se passait dans les Antilles, évidemment. Et le roi de France a finalement acheté la partie ouest de l'île de Saint-Domingue en 1697. Et il possédait par ailleurs quelques îles plus petites, Sainte-Lucie, la Grenade, la Martinique, la Guadeloupe, etc. Et sur le continent, la Guyane. Les colons français se sont spécialisés dans la canne à sucre, bien sûr, et achetaient la main-d'œuvre à l'énorme industrie de la traite des captifs africains qui fournissaient les esclaves africains qui ont, bien malgré eux, peuplé l'Amérique entière. Par exemple, à Saint-Domingue, qui devient la perle des Antilles au XVIIIe siècle, tout au long du XVIIIe siècle, la partie française de Saint-Domingue devient la première productrice de sucre de l'Amérique. Pourquoi? Parce que les colons français ont mis le paquet et puis ils ont été nombreux à venir et voilà. C'est devenu la perle des Antilles.
Et en 1687, il y avait 4400 colons et 3300 esclaves. Il y a moins d'esclaves que des colons. Mais un siècle plus tard, en 1780, il y a 65 000 colons. Vous voyez la progression de l'appât de la richesse. Hein. 65 000 colons pour 450 000 esclaves. Vous comprenez maintenant pourquoi et comment l'Afrique a été vidée de sa population pour peupler l'Amérique en esclaves. Hein, en esclaves qui étaient usés. La durée de vie d'un esclave était très courte tout au long du XVIIIe siècle. Était très courte. Ils mouraient à 25-30 ans. Et puis ils étaient bien débarrassés de la vie parce que être esclave, c'est pas terrible. Franchement pas. Et voilà. Donc ils étaient remplacés sans arrêt. Hein, vous voyez, par la traite. Alors, c'est la traite qui fait les plus gros bénéfices, qui en profitent forcément, bien sûr. Alors, voilà. Et en 1685, au début de la colonie française de Saint-Domingue, à la demande des colons français, qui font la demande au roi de France, les mariages entre libres et esclaves est autorisé parce que les colons font la demande. Et les colons, ils sont maîtres chez eux. Bon, donc le roi, oui, d'accord, très bien. Et il rédige l'édit de 1685, qui est appelé Code noir, mais c'est pas un code noir du tout. C'est une appellation qui est tardive. Entre 1725 et 1730, les colons blancs dont je vais vous parler ont fait la guerre aux enfants métissés, hein, aux colons métissés. Bon, bah voilà. Alors, ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'en 1685, le roi de France, qui n'est pas raciste, il a vu des Africains, ça lui est arrivé dans sa vie, il n'en a pas vu beaucoup, certes, il n'y a pas d'esclaves trop en France, encore qu'il y en a un petit peu, mais bon, voilà. Et il n'a pas été dans la répugnance des esclaves parce qu'ils ont la peau noire, hein, certainement pas. Donc il a répondu tout à fait bien aux colons qui demandaient des mariages. Alors, des mariages avec des femmes africaines qu'ils achetaient au marché, hein. Bah oui, évidemment. Alors, le mariage est légitime, donc, et la femme africaine est affranchie par le mariage, et ses enfants naissent libres, parce qu'il y avait toute une série de recommandations pour les enfants des esclaves entre eux. Et c'est ainsi que le métissage s'est développé dans la classe des colons. Alors une conséquence de ce métissage va être de créer une séparation chez les colons, qui se nomme, après quelques années de métissage, qui se nomment, eux, les colons blancs. Et qu'est-ce qui est né chez eux? Le racisme, puisque les colons français ne refusaient pas, les colons français avant 1685 ne refusaient pas du tout les femmes africaines, hein, ils étaient prêts à les épouser. Mais c'est après que, quand on a vu la descendance métissée de ces colons, que les colons blancs ont un rejet pour les métissés. Bon, voilà. Un rejet pour les métissés. Bien. Et qui va diviser la société des colons français. Les colons blancs et les colons métissés. Et les colons métissés vont subir le racisme des colons blancs, alors que il n'y avait pas à l'origine
de racisme. Hein? Il n'y avait pas à l'origine de racisme. N'oubliez pas ça, c'est très intéressant et c'est très important. Il n'y a pas de racisme. Et ça, c'est venu de la part des colons mariés avec des Africaines qui ont été refusés par les colons qui se disent blancs et qui créent le racisme, une forme de racisme à l'intérieur de la classe des colons, hein, à Saint-Domingue. Vous avez compris? Voilà. Alors, les colons blancs vont interdire aux colons métissés, petit à petit, à partir de 1725-1730, autant dire en plein XVIIIe siècle, hein, ils vont interdire en 1860, parce qu'ils ont du mal à faire passer ce type de racisme dans les institutions royales. Et ils ont tellement de mal que ils peuvent difficilement. Le roi n'a jamais accepté, la monarchie n'a jamais accepté de traiter les colons métissés de sous-hommes, hein, d'extérieur à la société, hein, pas du tout. Et ça, c'est très intéressant, c'est très important. Enfin, c'est très important. Par rapport aux esclaves qui triment dans les champs de sucre, c'est un détail. Mais c'est un détail qui est important, qui a son importance pour comprendre la société coloniale qui existe. Et les colons métissés ont vu leur interdire les postes les meilleurs dans l'armée et dans la justice, dans l'administration. C'est interdit d'avoir des métissés. Alors, à Paris, en 1789, puis en 1789, le 26 août, les députés des colons blancs de Saint-Domingue refusent de voter la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. C'est très important. Qui, dans son article 1, je le rappelle, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, interdit l'esclavage dans les colonies. Hein. Et les colons qui sont députés aux États généraux quittent la salle, quittent les États généraux et quittent la France pour aller d'urgence organiser les colonies de façon indépendante du droit français, hein, du droit révolutionnaire français. Pas parce que il est avec son article 1, il détruit tout le système colonial. Alors, il réclame une constitution esclavagiste pour rester une colonie française, sinon il menace de passer sous la protection de l'Angleterre. Alors, l'Angleterre va jouer un grand rôle dans ces balances qu'utilisent les colons blancs. Et on aura noté que la sécession des colons blancs se porte sur les principes de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Hein. Alors à Saint-Domingue, les esclaves observent la guerre civile qui commence entre les colons, au sein des colons, entre les colons blancs et les colons mélangés, les métissés. Et les esclaves se rapprochent des libres de couleur, qui sont exclus des villes, etc., et pourchassés par les colons blancs. Donc il y a une guerre civile entre colons qui se révèle dans les mois qui suivent la Révolution. Et les esclaves sont très intéressés par une possibilité d'alliance avec les libres de couleur. Hein. Et ils ont compris ça. Alors ils viennent les voir, ils s'approchent d'eux, et ils s'approchent de leur camp, parce que les libres de couleur sont exclus des villes françaises, de la colonie, et ils doivent prendre le maquis
Ils forment des maquis, hein, les uns et les autres. Et les esclaves de Saint-Domingue, lorsqu'ils ont entendu parler de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, ont été très intéressés par l'article 1. Bah oui, évidemment, ils l'ont bien compris. Et l'article 1, les ont nourris et armés intellectuellement et politiquement. Hein. C'est ça qu'il faut retenir. C'est vraiment important et intéressant. Puis, un groupe de libres de couleur, qui est toujours opprimé par les colons blancs, sous la direction de Julien Raymond. Julien Raymond, c'est l'un d'entre eux, qui est particulièrement actif, va venir en France en 1784 pour informer le ministre de la Marine, qui s'occupe des colonies, hein, à l'époque, de cette opposition des colons blancs avec les libres de couleur. Et en France, à l'Assemblée nationale, il y a un débat très intéressant en mai 1790 sur la question des relations entre les peuples et propose d'en finir avec les conquêtes coloniales. Les conquêtes. Et Volney, vous connaissez Volney? Peut-être pas. Ben, vous allez voir que c'est un homme très intéressant. Volney intervient, il est député à l'Assemblée des États généraux, et il insiste sur la nécessité de convoquer une Assemblée des Nations, hein, qui va être reprise par Emmanuel Kant, parce que Emmanuel Kant achetait le Moniteur et était au courant de toute la Révolution française. Le Moniteur est un journal comme on n'en fait pas de nos jours, hélas, et il est génial, il est formidable. Moi je l'ai lu comme Kant, mais enfin, c'est pas la même époque. Et il est vraiment extraordinaire. Et Emmanuel Kant a découvert ce débat politique, cosmopolitique, et a entendu parler de Volney, voilà, etc., etc. Et puis il a redéveloppé ensuite, en l'an 3, à l'époque de la contre-révolution thermidorienne, cette Assemblée des Nations, qui est restée pour lui quelque chose de primordial. Alors, Volney se situe dans la préparation de la suppression du colonialisme. Robespierre intervient aussi dans ce débat pour appuyer Volney et dire ce qu'il a à dire. Et ce 22 mai 1790, l'Assemblée vote que la France renonce à toute guerre de conquête. Formidable, formidable. Mais ça ne va pas tenir. L'Assemblée est très divisée en un côté gauche et un côté droit qui défend l'empire colonial, l'esclavage, etc., etc. Et ce fut un an plus tard, en mai 1791, que le parti colonial prit sa revanche. Parce qu'en mai 90, il a été battu et il va prendre sa revanche. Le député Malouet, que vous ne connaissez pas parce qu'il est tellement réactionnaire qu'on l'a oublié, mais il est très intéressant. Il est très intéressant. Il faut lire les réactionnaires. Ah oui, c'est très intéressant. Malouet, M-A-L-O-U-E-T, un ténor du parti colonial. Il pose le problème suivant, je le cite. Il s'agit de savoir si l'existence des colonies esclavagistes est compatible avec les principes de la Déclaration des droits. Carrément. Staff. C'est clair. Or cela ne se peut pas, car les colonies sont composées d'hommes libres et d'esclaves. Je continue la citation. Il est donc impossible d'appliquer aux colonies la Déclaration des droits sans exception. Fin de citation. Vous voyez, tout un programme du côté droit contre la Déclaration des droits de l'homme. Oh, bah, ça a éveillé chez moi une volonté d'étudier la question des droits de l'homme, évidemment. La Déclaration des droits s'oppose à l'existence des colonies esclavagistes. Il faut donc se débarrasser
de la Déclaration des droits, explique Malouet. Et le côté droit va militer contre les principes de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, non seulement dans les colonies, mais aussi en France, car l'économie lie la France et les colonies, évidemment. En mai 1791, un an après le débat sur les colonies, reprend à l'Assemblée. Depuis un an, la situation de Saint-Domingue a évolué. La guerre civile entre colons blancs et libres de couleur s'est renforcée. Et les colons blancs ont pris le pouvoir dans la colonie, mais pas tout le pouvoir. Mais ils sont aux prises avec une alliance qui se construit par en bas entre les libres de couleur et les esclaves qui se rapprochent. Alors en France, le côté gauche s'exprime à l'Assemblée par l'abbé Grégoire, qui est très actif dans la critique du colonialisme et de l'esclavage. Et c'est très intéressant de voir que Robespierre est très proche de Grégoire, pas sur les questions religieuses, mais sur les questions de la critique du colonialisme et de l'esclavage et de la démocratie en France, etc., etc. C'est vraiment un compagnon de route, comme de Julien Raymond, qui prépare l'alliance entre les libres de couleur et les esclaves de Saint-Domingue. Et au côté droit, le parti brissottin girondin propose, en la personne de Brissot, qui est le chef de ce parti, non l'abolition de l'esclavage, mais son remplacement par l'élevage d'esclaves sur place. Alors j'explique le projet. Il s'agit de répondre au problème suivant, dont je ne vous ai pas parlé encore, parce que je ne peux pas parler de tout à la fois. La traite des captifs africains vendus comme esclaves a connu une hausse des prix tout au long du XVIIIe siècle, qui a été multipliée par 3. 3 fois le prix de l'esclave. C'est considérable. Ça rend impossible l'achat de cette manœuvre esclave. Donc il faut trouver une solution pour le parti colonial esclavagiste. Il faut trouver une solution. Et ce sont les Anglais qui vont cogiter la chose, parce qu'ils sont très doués, les Anglais, sur la question coloniale. Ils sont pleins d'idées. Ils sont même géniaux. Vous allez voir. C'est un génie particulier, certes. C'est pas sympathique du tout. Mais il y a un esprit colonialiste chez les Anglais qui est hyper développé. Voilà ce qu'ils ont trouvé. Autoriser les mariages d'esclaves entre eux pour faire des enfants, pour faire la reproduction. Ah ben voilà, on n'aura plus besoin du marché d'esclaves. Bon. Ni de la capture d'Africains à vendre. Parce que les esclaves étaient évidemment des deux sexes, bien sûr. Mais simplement, les colons doivent dépenser beaucoup d'argent pour arriver à faire des mariages entre esclaves, construire des maisons de famille, avoir des enfants, créer des hôpitaux, enfin s'occuper d'une société qui n'est pas simplement la main-d'œuvre plaf, comme à l'époque précédente, où on usait la main-d'œuvre jusqu'à la corde, enfin jusqu'à l'os, oui. Et puis voilà, elle mourait d'épuisement. Tandis que là, il faut l'entretenir pour qu'elle fasse des enfants, etc., etc. Donc ça coûte cher. Alors les colons se représentent les frais qu'ils vont devoir déverser, mais bon, ils se disent que c'est la meilleure solution, évidemment, plutôt que de voir continuer de monter le prix du captif africain.
Le problème, c'est que les esclaves ne se laissent pas faire. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir des enfants, on les comprend, pour faire des petits esclaves, partout. Hein. Donc, ils ne sont pas d'accord, du tout. Alors, ça va être un problème. Et ils préfèrent tuer les enfants à la naissance plutôt que de leur laisser un avenir d'esclaves. Hein. Ce qui est une manière de résister, une forme de résistance à l'esclavage qui est terrible. Hein. Bien sûr, elle est terrible. Mais voilà, elle est là. Et la Société des Amis des Noirs a été créée en Angleterre sous ce nom, la Société des Amis des Noirs, en 1787, pour faire de l'élevage d'esclaves sur place. Hein? C'est joli, ça. Hein? C'est ça la finesse de l'esprit anglais, colonialiste. C'est pas beau, ça? Ah, c'est très beau. Et les Français, eh ben, imitent. Et ils vont traduire la Société des Amis des Noirs, et c'est Brissot qui va la créer, hein, bien sûr, en 1788, un an après. Mais on le voit, les Amis des Noirs sont contre l'abolition de l'esclavage et pour l'élevage d'esclaves dans la colonie. Et malgré leur nom, Amis des Noirs, ils ne sont pas de véritables amis pour les Noirs. Et non. Retournons en France en mai 1791 à l'Assemblée nationale. Le côté droit veut supprimer la déclaration des droits du droit constitutionnel français, contre le côté gauche qui veut la maintenir. Le débat dura du 11 au 15 mai 1791. Le côté gauche, représenté entre autres par Grégoire Robespierre et Julien Raymond, prit la défense de la Déclaration des droits, c'est-à-dire de l'abolition de l'esclavage, d'une part, et d'autre part, des droits de citoyens reconnus aux libres de couleur, qui sont traités comme des ennemis par les colons blancs. Hein. Et le côté droit avait rallié une majorité favorable au colonialisme esclavagiste, dont le parti de Brissot. Le parti de Brissot fait partie du côté droit. Malgré la défense acharnée du côté gauche pour maintenir la Déclaration des droits, il fut battu le 15 mai 1791 et l'esclavage est maintenu et les droits de citoyens sont refusés aux libres de couleur. De plus, le côté droit en profite pour achever son projet de constitution en France, et c'est la première constitution révolutionnaire à bas bruit, qui, pour la France seulement, sans inclure les colonies, hein. Oula, faut pas mélanger torchon et serviette, hein. Qui fut voté en septembre 1791 et qui établissait un système censitaire, privilégiant une aristocratie des mâles riches, excluant toutes les femmes, même riches, et tous les travailleurs manuels, ouvriers et paysans. Enfin, la Constitution de 1791 maintenait en France la Déclaration des droits, mais non dans les colonies, qui devaient recevoir une Constitution spécifique décidée par les colons eux-mêmes, qui refusaient la Déclaration. Enfin, la Société des Amis des Noirs de Brissot ferma ses portes, discrètement, fin 1791. Exit Brissot et la Société des Amis des Noirs. Alors, mais ce fut alors que commença l'insurrection des esclaves de Saint-Domingue, qui avaient attendu jusque-là pour juger de la situation et choisir un moment favorable pour commencer. Alors elle commence dans la nuit du 22 au 23 août 1791, dans la province du Cap, à Saint-Domingue, bien sûr, et plusieurs insurrections locales vont suivre immédiatement, et ça va être un embrasement lent, mais réel de toute l'île,
de la partie française de Saint-Domingue, et de nouveaux chefs vont apparaître localement. Boukman, Jean-François, Biassou, Toussaint Louverture, etc. Louverture choisit au bout de quelques mois, en voyant la guerre, d'organiser une véritable armée d'esclaves entraînés et capables d'affronter celle des colons, qui sont armés, bien sûr. Et alors, il y a le problème de l'armement de la révolte des esclaves, c'est un vrai problème. Et en été 1792, l'ouverture, enfin Toussaint Louverture, disposait de 500 hommes bien entraînés qui furent le noyau du pouvoir noir en lutte pour le drapeau de la liberté générale, la liberté générale, et qui va progresser en nombre. Hein. Il a déjà réussi à avoir un petit nombre de soldats, mais il va continuer. Et les insurrections se répandent peu à peu dans les 3 provinces de la colonie, faisant changer la situation. Et l'insurrection dura 14 ans. 14 ans, jusqu'à l'indépendance d'Haïti en 1804. Hein, ça fait 14 ans. En 1791, les esclaves révoltés restaient sur les plantations que les colons avaient fuies et l'organisaient tout autrement, puisque leur travail avait pour but de les entretenir. Ou bien alors, certains esclaves quittaient les plantations pour aller s'établir dans les collines dans les colonies françaises. Elles portent le nom de mornes. Pourquoi les collines n'étaient pas, les mornes n'étaient pas cultivées en sucre? Eh bien, pour la bonne raison que les cannes à sucre ne peuvent se développer que dans les plaines. Donc les mornes, donc on ne s'en occupe pas. Et donc la voie paysanne haïtienne, qui est quelque chose de très intéressant, une voie paysanne haïtienne va se créer dans cette colonie avec l'invention extraordinaire de ces paysans, enfin de ces esclaves, qui retrouvent la paysannerie qu'ils avaient connue quand ils étaient petits, et puis qui retrouvent les idées, les souvenirs dans leur tête, et qui vont organiser un habitat dispersé, mais des travaux personnels et des travaux collectifs. Quand il y a besoin de défricher une grande partie pour plein d'esclaves qui ont fui leur plantation, et il y a un travail collectif qui est fait. Et puis après, ben non, c'est un travail personnel de paysans isolés. Mais il y a toujours ces deux choses, hein, et ce tricotage entre l'individualisme et le collectivisme. C'est très intéressant. Et ils inventent une voie paysanne qui est formidable et qui va se développer dans les mornes. Les esclaves ont fort bien compris les principes de la Déclaration des droits et les utilisent à leur manière. Et je cite un passage d'une lettre adressée aux colons de chefs de la révolte des esclaves, Jean-François et Biassou. En juillet 1792, je cite, « Placés sur la terre comme vous, nous sommes vos égaux en droit naturel, et si la nature se plaît à diversifier les couleurs dans l'espèce humaine, il n'est pas un crime d'être noir, ni un avantage d'être blanc. » Fin de citation. Vous voyez le niveau de conscience qui s'est exprimé là. Alors que les libres de couleur s'insurgent, eux aussi, en août 1791, à Saint-Domingue, voilà que une alliance se dessine entre les deux classes. Les colons libres de couleur et les esclaves contre le parti des colons blancs. Alors, elle est difficile, cette union, parce qu'il y a toujours des libres de couleur qui sont des colons,
hein, quand même, qui veulent faire du fric et qui veulent pas la libération des esclaves, mais les libres de couleur sont divisés. Hein. Bon, donc c'est pas facile, mais ils sont d'accord pour ceux qui sont d'accord pour la suppression de l'esclavage vont continuer jusqu'à l'indépendance. Par contre, en France, Brissot, l'ex-ami des Noirs, à la nouvelle de l'insurrection des esclaves de Saint-Domingue, réclame à l'Assemblée française la répression des esclaves. Bravo, félicitations pour les amis des Noirs. Comme ça, on s'en passe. Hein. Ah oui. Ouais, c'est pour ça qu'on continue de les appeler les amis des Noirs, mais c'est... Toutes ces nouvelles insurrections raniment le débat en France et le côté gauche se renforce devant l'attaque contre la Déclaration des droits. Et le 4 avril 1992, un décret est voté qui reconnaît les droits politiques des libres de couleur et l'envoi d'une commission civile à Saint-Domingue pour la faire appliquer. Santona et Paul Verel, tous deux anticolonialistes et anti-esclavagistes, se sont exprimés dans les journaux. Ils ont dit clairement qui ils étaient, et comme membres de la Société des Amis de la Constitution. La Société des Amis de la Constitution, je vous dis tout de suite que c'est ce qu'on appelle dans l'historiographie du XIXe siècle le club des Jacobins. Mais Jacobins, vous me reposerez la question dans la discussion. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Hein. Et pourquoi je n'utilise jamais Jacobins et Girondins. Hein. C'est de la foutaise. Donc il est temps de changer. Et de revenir au nom qu'il se donnait. C'est la Société des Amis de la Constitution, qui va changer, d'ailleurs, puisqu'ils vont s'appeler La Montagne. Vous pouvez me poser la question aussi, parce que j'ai pas le temps de vous raconter La Montagne, mais c'est très intéressant. Ça, c'est vrai. Et les montagnards. Alors, membres de la Société des Amis de la Constitution, ils sont choisis comme commissaires civils à Saint-Domingue en juillet 1792 pour appliquer le décret en faveur des libres de couleur. Alors, comme ça fait le temps. Là, ça fait 1 heure hein, que tu parles. Donc, oula. Je continue ? Oui. Vous êtes scotché ? Oui. Ah ben voilà. Alors, Paul Verel et Santona connaissent le programme de Julien Raymond et vont appliquer une politique d'alliance des esclaves et des libres de couleur sur place, hein, à Saint-Domingue, contre le parti des colons blancs dans la colonie. Alors, revenons en France au printemps 92. Le roi Louis XVI forme un ministère brissottin pour déclarer la guerre à l'Autriche. Le calcul du roi est de perdre la guerre et de faire entrer l'armée autrichienne en France pour arrêter la révolution et remettre Louis XVI sur son trône. Voilà. Il s'agit d'une trahison royale de son peuple, à laquelle la reine, évidemment, participe pleinement, puisque son frère, un de ses frères, est empereur d'Autriche. Le côté gauche, en la personne de Robespierre, appelle à l'aide d'échéance du roi et à l'élection d'une convention élue par le peuple, ce qui se produit avec la révolution du 10 août 92. Deuxième révolution. La première, c'était juillet 89, et la deuxième, c'est la révolution du 10 août. Le roi est emprisonné, est mis en prison, parce qu'on a les preuves de sa trahison, et puis la monarchie est supprimée, la République est proclamée, et une nouvelle assemblée, la Convention, est élue au suffrage démocratique. Alors, les élections de la Convention ont lieu en septembre 92, et de plus, les armées de volontaires, car n'ignorons point, ça ne se fait pas d'ignorer ça, que les soldats de la Révolution, la première
la première phase de cette période révolutionnaire, sont des volontaires, c'est-à-dire des paysans, des ouvriers, des gens du peuple, hein, qui sont soulevés, enfin qui sont au courant de tout ce que je viens de vous dire, de la trahison du roi, et qui vont se lever et être volontaires pour rentrer dans les armées, et puis ils vont battre complètement à Valmy l'armée autrichienne et prussienne, le 20 septembre 1792. Donc c'est pas un détail, ça, c'est le peuple qui fait la guerre, hein. La Convention va être au début gouvernée par une majorité brissotine. Il y avait 3 tendances politiques qui s'affrontaient à la Convention, le côté gauche formé de la montagne, maintenant, et le côté droit formé par les Brissotins et le Parti colonial, et puis le Marais, formé des députés sans parti qui votaient selon les propositions en fonction de... Tchac. Voilà. Puis à mesure que la politique brissotine s'affirmait, le Marais a rallié la montagne, et il y a eu un changement de majorité. Les Brissotins déclarent la guerre le 1er février 1793, à nouveau, pour conquérir la rive gauche du Rhin. Conquérir la rive gauche du Rhin. Ah bon, la Hollande, la Belgique, tous les États allemands, jusqu'au nord de la frontière, du nord en France, et la frontière de l'Est. Et n'importe quoi. En fait, c'est une guerre de diversion à laquelle s'opposent les soldats, qui sont des volontaires. Et ce fut ainsi, parce que c'est des soldats du peuple, que les Brissotins ont perdu la guerre le 1er mars suivant. Alors que se passe-t-il en France en été 93? La nouvelle révolution populaire préparait celle des 31 mai, une 3e révolution, celle des 31 mai, 2 juin 1793. Aucun historien, avant que ceux qui connaissent le système électoral de l'époque, n'a compris le 31 mai de juin 93. Alors, ouvrez grand vos oreilles. Ce sont les électeurs des députés brissotins qui réclament la révocation de leurs élus députés depuis plusieurs mois. Pourquoi? Parce que le système électoral de l'époque autorise cela. Pourquoi? Parce que le système électoral n'est pas le même que le nôtre aujourd'hui. Le nôtre aujourd'hui, il est à transformer, il est à changer. Et vous devriez travailler, vous, sur le système électoral. Parce que vous allez en entendre une belle, là. Alors, le mandataire, il était dans une assemblée électorale, comme vous, hein. Et il se présente comme mandataire. Et il va être chargé par vous d'un mandat, par écrit, hein, qui est écrit. Tac, 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 tac. On veut ça, 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 ça et ça. Hein? Non, c'est génial, c'est formidable. C'est le commis de confiance. C'est le commis de confiance. C'est le système du commis de confiance qui est responsable et révocable devant ses électeurs, devant vous, par exemple, si vous êtes une assemblée électorale. Hein? Vous comprenez? Et vous avez le droit de demander la révocation de vos députés lorsqu'ils ont trahi leur mandat. Et comme le mandat est écrit, il y a des preuves claires et nettes. Alors, comme on ne connaît pas, que la plupart des historiens ne connaissent pas la révocation des élus, parce qu'elle se trouve dans la pratique démocratique communale depuis des millénaires sans doute, depuis le Moyen-Âge. Hein. Elle a été attestée au Moyen-Âge avec, à partir du 8e siècle, les États généraux. Et c'est le système électoral des États généraux, où dans les sociétés communales, les femmes participent. Mais évidemment qu'elles participent, bien sûr.
elles sont là avec les enfants aussi. Parce que les enfants, il faut leur apprendre. Il faut leur apprendre dès le plus jeune âge. Alors, un bébé au sein, évidemment, n'apprend rien, mais sauf le sein. Mais un peu plus grand, il comprend. Voilà. C'est l'éducation populaire. Donc, c'est pour ça que c'est long. Oui, mais à 4h30, il faut qu'on sorte. Oui, bon. Alors, résultat, la révolution dura, des 31 mai de juin 93, dura 3 jours. 3 jours de discussion pour régler le nombre de députés à révoquer. Et les 32 députés sont révoqués, assignés à résidence chez eux. Et ce fut une révolution pacifique, sans mort ni blessés. Dès le lendemain, en juin, le 3 juin, la question de l'abolition de l'esclavage fut reprise à la Société de la Montagne, qui reçut une délégation d'esclaves et de libres de couleur, avec à sa tête Jeanne Odo, une esclave âgée de 114 ans, que vous trouvez sur votre papier. Hein? 114 ans. Oui, c'est une exagération, mais c'est simplement pour indiquer qu'il est temps d'en finir avec l'esclavage. Hein? Voilà. Et elle est bien présente à la... Moi, je l'ai montré. Voilà, d'accord. Et puis, Jeanne Odo, entourée de soldats antillais, demande l'abolition de l'esclavage, et les montagnards, Robespierre y compris, Grégoire, etc., font le serment de rendre libres les Noirs. Hein. Et le lendemain 4 juin, la délégation des libres de couleur, Jeanne Odo en tête, est invitée à la Convention et présente une demande d'abolir l'esclavage et un drapeau de l'égalité de l'épiderme. Alors, où un noir, un métis et un blanc sont dessinés dessus avec bleu, noir pour la couleur noire, rouge pour la couleur métisse et blanc pour la couleur blanche. Et c'est le drapeau de l'égalité de l'épiderme sur lequel il y a marqué « Notre union fera notre force ». C'est le drapeau de l'abolition de l'esclavage en France, mais c'est surtout le drapeau de l'abolition de l'esclavage et du racisme des libres de couleur à Saint-Domingue. Hein. C'est un drapeau qui vient de là, évidemment, mais qui est repris en France. Le 8 juin, la Commune de Paris organise une manifestation pour l'abolition de l'esclavage au Champ de Mars, pour faire comprendre au peuple de Paris tout ça. Et il présente le drapeau de l'égalité de l'épiderme aussi, qui est formidable. Et puis le 24 juin, la nouvelle déclaration des droits est votée à la Convention, et son article 18 précise, je cite, « Tout homme peut engager ses services, mais ne peut se vendre ni être vendu. Sa personne n'est pas une propriété aliénable. » Donc, rebelote avec une nouvelle déclaration des droits. Voilà. Alors, que se passait-il à Saint-Domingue pendant ce temps-là? Nous en sommes restés au fait que la politique coloniale brissotine avait été non appliquée par Paul Verel et Santona. Mais en France, le gouvernement brissotin décide d'arrêter Paul Verel et Santona, les commissaires civils chargés d'appliquer le décret mettant fin à l'exclusion des libres de couleur à Saint-Domingue. Et le gouvernement brissotin, en secret, envoie une armée avec un général Galbaud, qui est un colon de Saint-Domingue, et qui débarque fin mai 1793 à Saint-Domingue. Et Paul Verel et Santona, qui est chargé, enfin, Galbaud est chargé d'arrêter Paul Verel et Santona. Et Paul Verel et Santona font appel aux libres de couleur et aux esclaves révoltés, qui écrasent l'armée de Galbaud, qui est formidable, c'est une victoire formidable, qui prend la fuite, Galbaud,
le 25 juin 1793. À la suite de cette victoire décisive, 10 000 colons français, blancs, vont quitter la colonie, vont quitter Saint-Domingue. Bah, dans les autres colonies, hein, pardi, mille pétards, ils sont bien reçus par les colons. Ils connaissent. Et puis les Anglais sont tout près. Vous retournez votre carte, enfin, vous regardez la carte, et la Jamaïque est juste en face du bas de Saint-Domingue. Et puis la population de la région du Cap se réunit dans la ville du Cap, et les esclaves révoltés proposent d'abolir l'esclavage tout de suite et maintenant. Ce qui est voté le 24 août 1793, qui est, parce que du 25 juin au 24 août, il y a 2 mois de discussion et de débat, hein, et puis ce vote est formulé. Donc c'est Saint-Domingue, enfin la province du Cap, qui a aboli l'esclavage à Saint-Domingue même. Hein. Vous voyez, c'est important. Et Paul Verel part tout de suite dans les 2 autres provinces pour signaler le vote, hein, et les inciter à faire de même. Et puis voilà. Le nouveau peuple au Cap, le nouveau peuple de Saint-Domingue, comme il s'appelle, le nouveau peuple de Saint-Domingue, décide d'élire des députés pour porter le décret abolissant l'esclavage en France. Alors, il faut élire un député de l'égalité de l'épiderme, un noir, un blanc, un métis, qui sont les 3, enfin, qui ont participé à la victoire contre Galbaud, hein, et qui forment le drapeau vivant de l'égalité de l'épiderme. Alors, ils arrivent à passer en France, et ce sont Jean-Baptiste Bellay, Jean-Baptiste Mills, le métissé, et Louis Dufay, qui est le blanc. Jean-Baptiste Bellay, c'est le noir que vous connaissez sans doute. Vous avez vu des tableaux. C'est très intéressant de le voir. Le drapeau vivant de l'égalité de l'épiderme réussit à partir en France avec l'aide de l'ambassadeur de France aux États-Unis. Et ils arrivent en France le 23 janvier 1794. Le comité de salut public est prévenu et prépare sa réception à la Convention pour le 3 février 1994, où elle entendit le récit de la députation qui raconte tous les événements de Saint-Domingue depuis la fuite de Galbaud. Et puis la Convention discute ensuite et propose, c'est Levasseur de la Sarthe qui propose d'élargir l'abolition de l'esclavage à toutes les colonies françaises. Hein. Alors c'est voté, et un mouvement parti des communes en France décide de fêter cette libération des esclaves des colonies, et chaque jour de février à juillet 1994, la Convention lit des adresses qu'elle a reçues de ces communes, avec le détail, et la félicitant d'avoir aboli l'esclavage. Et on a pu en recenser plus de 600 adresses. Et enfin, le 12 avril 1994, la Convention confie à Chambon, un général, l'expédition de 7 navires avec 1500 soldats, avec des armes et des munitions pour Saint-Domingue, pour aller chercher Paul Verel et Santona. Et une seconde expédition, commandée par Victor Hugues, dans le même but, va en Guadeloupe. À son arrivée, Victor Hugues découvre que les Anglais occupent la Guadeloupe, mais en juillet, les soldats, plus la révolte des esclaves de la Guadeloupe, va battre les Anglais et les chasser et abolissent l'esclavage. Et à Saint-Domingue, ce fut à l'arrivée de l'expédition que l'ouverture apprend que la Convention a voté
a voté, parce que c'était pas connu, l'abolition de l'esclavage. Il rallie le général Lavaux, qui soutenait Paul Vérel et Santona, et adopte le drapeau de l'égalité de l'épiderme. Alors Paul Vérel et Santona nomment Lavaux gouverneur de Saint-Domingue et retournent en France avec l'expédition. Et puis en juin, l'ouverture écrase les Espagnols qui soutenaient les colons français avant de s'attaquer à l'occupation anglaise, parce que les Anglais ont débarqué à Saint-Domingue pour empêcher l'abolition de l'esclavage. Alors pendant ce temps-là, en France, la contre-révolution thermidorienne a lieu le 27 juillet 1794, et après avoir condamné les députés du côté gauche, elle votait la Constitution de 1795, qui rétablissait une aristocratie des mâles riches, excluant toutes les femmes et tous les travailleurs mécaniques, paysans et artisanat, industrie et patata, etc. Et supprime les institutions communales. Carrément. En ce qui concerne les colonies, les thermidoriens, soutenus par le parti colonial, évidemment, préparent le rétablissement de l'esclavage dans les colonies, mais à Saint-Domingue, l'ouverture est un obstacle et mène la guerre contre l'occupation anglaise. Avec son armée bien entraînée, il va battre les Anglais. L'armée anglaise a perdu 100 000 hommes. 100 000 hommes. 100 000 hommes. Et l'ouverture signe la reddition du général Maitland, en anglais, en août 1788. Ce fut le premier acte d'indépendance de l'ouverture. Hein. Il négociait ensuite des accords commerciaux avec les États-Unis et avec l'Angleterre pour avoir des armes. Mais la situation en France change avec le coup d'État de Bonaparte en 1799, qui, soutenu entre autres par le parti colonial, veut conquérir un nouvel empire colonial. En février 1802, Bonaparte envoie une armée colossale de 30 000 hommes, pour reconquérir Saint-Domingue, dirigée par son beau-frère Leclerc. Devant la résistance de soldats de l'ouverture, Leclerc doit composer et promet de maintenir l'abolition de l'esclavage. Hein. Mais durant l'été 1802, l'armée de Leclerc, atteinte de fièvre jaune, disparaît à vue d'œil. Leclerc meurt de fièvre jaune également. En mai 1802, à Paris, Bonaparte fait voter le rétablissement de l'esclavage, et à Saint-Domingue, l'ouverture fut capturée le 7 juin 1802 par l'armée française, renvoyée en France, emprisonné immédiatement au fort de Joux, dans un endroit très froid où il a attrapé la mort. Toutefois, à Saint-Domingue, l'arrestation de l'ouverture provoque un soulèvement populaire formidable, et le général Rochambeau remplace Leclerc avec une armée de 35 000 hommes en plus, hein, puisqu'elle a fondu. Et il va mener une guerre d'extermination. Un des généraux de l'ouverture, Dessalines, prit la direction de la résistance en combinant l'offensive contre les soldats français et la guerre du peuple. En novembre 1803, Rochambeau capitule, Bonaparte, battu à Saint-Domingue, a perdu 60 000 hommes. 60 000 hommes. Et puis le 1er janvier 1804 fut proclamée la République indépendante d'Haïti, se déclarant patrie des Africains du Nouveau Monde et de leurs descendants. Haïti était le nom des autochtones de l'île qui furent exterminés par les conquérants espagnols. Depuis 1804, les puissances colonialistes firent tous leurs efforts possibles pour empoisonner l'indépendance haïtienne, et aujourd'hui encore, cherchant à étouffer le grand legs de l'ouverture, la liberté générale, le premier gouvernement né de l'anticolonialisme, et enfin l'égalité de l'épiderme.
Dans les autres colonies reprises par Bonaparte, dans les Antilles, Guadeloupe, Martinique, Guyane, l'esclavage est rétabli et l'égalité de l'épiderme supprimée par la loi votée le 20 mai 1802. Et je cite, notez bien, « Jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, le titre de citoyen français ne sera porté dans l'étendue de ces colonies que par les Blancs. Aucun autre individu ne pourra prendre ce titre ni exercer les fonctions ou emplois qui y sont attachés. » Ce qu'introduit cette définition du citoyen dans les colonies par Bonaparte, c'était bien un racisme que l'ancien régime monarchique n'avait pas connu depuis, avec l'édit depuis 1685. Et la loi de 1802 exprimait un racisme contre les Africains et tous les métissés, puisque seuls les Blancs étaient citoyens. Ce fut bien Bonaparte qui passa du préjugé de couleur à l'institution du racisme biologique, divisant le genre humain selon la couleur de peau, donnant enfin satisfaction au parti des colons blancs, qu'il avait préparé dans leur opposition aux colons libres de couleur. Voilà. J'ai fini. Excusez-moi d'avoir été longue. Alors moi, je vais te poser les questions que tu voulais qu'on te pose. Peux-tu nous donner l'origine du titre « Les Jacobins et la montagne ». Ouais, voilà. Alors, les Jacobins. Il y avait à côté de la Sorbonne, à Paris, un couvent des Dominicains. Les Dominicains, c'est un couvent... non, à Paris. Non, je veux dire, c'est... À Paris. Gloire de Saint-Domingue. C'est un ordre catholique qui a été très intéressant dans la découverte du Nouveau Monde. Pourquoi? Parce que ils étaient contre Bartholomé de las Casas, par exemple, qui appartenait à ce couvent de Dominicains, qui appartenait aux couches supérieures. Son père était un ami de Christophe Colomb, vous voyez le genre. Hein. Bon, c'est clair. Et lui, il a été un observateur de ce qui se passait à Saint-Domingue en 1495, 96, 97, etc. Et puis après, parce qu'il est resté très longtemps à Saint-Domingue pour voir vraiment la situation. Si je vous recommande de lire en français, parce que c'est traduit de l'espagnol au Seuil, l'histoire des Indes de Las Casas, 3 volumes. Mais 3 volumes passionnants, formidables, extraordinaires, où il raconte tout. Et c'est même ses propres erreurs. Bon, bref, c'est un dominicain qui a finalement compris que les Espagnols n'avaient rien à faire dans ce nouveau monde et qu'il fallait laisser tranquilles les Africains qu'on déportait en Amérique déjà, parce qu'on voulait faire du sucre. Et voilà. Et il a lutté toute sa vie contre le colonialisme, à dénoncer en détail ce qu'il voyait, ce qu'il apercevait dans les colonies. Donc c'est un type formidable. Donc il y avait un couvent des Dominicains qui ont fait beaucoup de bruit, anticolonialistes, anti-esclavagistes, pour la défense de l'humanité. Hein. Et sans couleur. Ce couvent était rue Saint-Jacques, juste après à la fac de droit, hein, dans la fac de droit, qui a été détruite au XIXe siècle, et puis on a reconstruit la fac de droit place du Panthéon. Bon, bref, donc les Dominicains, avec leur costume, qui était remarqué par le peuple de Paris, les Dominicains étaient appelés par le peuple de Paris, dans les Aveyron,
les Jacobins. Pourquoi? Parce qu'ils habitaient rue Saint-Jacques. Vous voyez, aucun rapport avec les Jacobins et le jacobinisme. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Bon, c'est des âneries stupides. C'est vraiment, c'est incroyable de se laisser faire par ignorance en plus. Alors, la Société des Amis des Noirs s'est construite à Versailles au moment de la réunion des États généraux qui était à Versailles. Hein. Et puis, dans un bistrot de Versailles, ils ont créé la Société des Amis de la Constitution, qui porte bien son nom. Hein. Ils ont voulu faire une constitution. Et après les journées d'octobre 89, aux journées d'octobre 89, vous savez ce qui s'est passé? Non. Bon. C'est pour ça que je vous le raconte, si vous saviez. Mais comme on n'enseigne plus la Révolution française, on n'enseigne même plus les grandes journées. Donc les journées d'octobre, c'est le peuple de Paris, le peuple de Paris, les femmes en tête. Les femmes en tête sont parties à Versailles chercher l'Assemblée et la famille royale. Parce que c'était très loin et on ne savait pas de ce qu'il se passait. Donc ils voulaient être informés et ils voulaient la Chambre des députés, et puis, enfin les États généraux, et la famille royale à Paris. Alors, le 5 octobre, la famille royale revient à Paris, et puis l'Assemblée se déplace, et puis elle est accueillie dans une place particulière, parce que on n'a pas l'habitude d'avoir des États généraux à Paris tous les quarts d'heure. Et voilà. Et la Société des Amis de la Constitution cherche un local pour se réunir. Et elle en trouve un dans un couvent désaffecté des Dominicains, qui sont appelés Jacobins, à Paris. Hein? Vous comprenez? Jacobin, jacobinisme. C'est un nom absolument déplorable. Mais si on ne l'explique pas, personne ne comprend. Les Girondins, c'est pas le nom que l'on trouve dans les archives, non plus que Jacobin. Hein. Ça a été inventé, une pure invention des historiens du XIXe siècle pour... en fait, c'était une insulte contre-révolutionnaire à l'époque de la Révolution, parce qu'on voulait maquiller la Révolution française, qui était une révolution politique et démocratique, hein, dans les guerres de religion qu'il y avait eu au XVIe siècle. Donc il y avait des ordres religieux, patati et patata, et on a collé Jacobin. Pourquoi? Tout simplement parce que la Société des Amis de la Constitution, arrivée à Paris, a trouvé un couvent désaffecté des Jacobins, et c'est tenu là. Hein, vraiment, a tenu ses réunions à ce moment-là. Donc c'est une insulte contre-révolutionnaire qui aboutit à formuler le mot jacobin, hein, en souvenir des guerres de religion. Alors Girondin, c'est la même chose. C'est parce qu'il y avait deux députés de la Gironde qu'on a préféré, au lieu de... Les Girondins eux-mêmes, comment ils s'appelaient? Les Bressotins. Alors, le mot montagne, c'est Robespierre qui explique tout ça. Et il fait référence au système athénien, qui avait une réforme de la citoyenneté à Athènes, qui organise un vote entre l'aristocratie, la classe moyenne et le peuple, enfin, et le peuple. Et c'est quoi? Il y avait trois trucs. Il y avait la ville, la côte et la montagne. Voilà. Voilà. La côte, c'est rempli de riches parce qu'ils font le commerce, la conquête et le commerce, et patata. Donc c'est les aristocrates. Et le marais, c'est le marais, quoi.
Et puis la montagne, c'est les paysans. Hein. C'est le peuple. C'est le peuple. Voilà. Donc, Robespierre a appelé la montagne du nom de la démocratie athénienne, hein, du nom du peuple athénien. Voilà. Voilà. Vous avez compris? C'est clair. Et c'est comme ça qu'il s'appelle. Hein. C'est comme ça. Journal de la montagne, c'est comme ça. Il ne s'appelle pas Jacobin. C'est n'importe quoi. Juste un truc pour rigoler à la fin, parce qu'on parlait de cesser les conquêtes coloniales, parce que c'est pas bien. Et comme quoi il y en avait qui n'avaient pas tout compris. Au sein de la première internationale, il y a eu des grosses prises de bec pour tout un tas de raisons entre Karl Marx et puis Edward Bernstein, le représentant de ce qu'on a appelé le révisionnisme, et en particulier évidemment sur le nouveau colonialisme, puisque ça faisait peu de temps auparavant qu'avaient commencé les conquêtes coloniales, à peu près 1830, etc. Et que là on est en 69, et à un moment donné, alors là, idée de génie, Edward Bernstein, ça lui a fait tilt. Il a dit, ah mais effectivement, les conquêtes coloniales, par les capitalistes, non ça c'est pas bien du tout, hein, parce que tu vois, ça c'est pas bien, c'est violent. En fait, ce qu'il faudrait, c'est une colonisation socialiste. Honnêtement, il fallait y penser quand même. Oui. Alors il suffit de vous dire qu'il s'est fait foutre à la porte internationale un grand coup de pompe. C'était pas la seule raison, mais enfin celle-là m'avait quand même beaucoup plu, quoi. Voilà. Voilà. Ben nous allons remercier Florence pour cette brillante intervention. Et on le voit bien dans la caméra, voilà. Et je vous recommande vraiment effectivement ce dernier petit ouvrage qui est là et qui est super intéressant. Voilà.